Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai prévu donc une petite introduction sur le sujet parce que le titre quand même méritait quelques explications. Et puis ensuite, nous allons avoir le plaisir d'échanger, discuter avec Henri Bergeron, donc, qui est sociologue dans la maison, sociologue des organisations, et puis deux personnes du monde de l'entreprise, Sylvie Joseph de La Poste et puis Christophe Tullier, qui dirige une entreprise de services informatiques et de développement. Donc, un petit mot d'introduction. Alors, je vais voir si tout ça fonctionne. Ça ne marche pas. J'ai pas le bras aussi long que ça. Bien, donc, liberté, égalité. Je regarde, ça marche ? J'ai du vert maintenant, non ? Donc, je vous ferai signe pour les passer. Donc, liberté, égalité, souvent traitée sous l'angle des inégalités, bonheur au travail, mode passagère ou tendance profonde. On pourrait se demander si derrière ces termes se cache un énième bricolage managérial ou une simple rénovation, ou bien encore une véritable révolution. Mais sont-ils vraiment nouveaux, ces termes ? Eh bien, pas vraiment. Lorsqu'on découvre un ouvrage de Tom Peters, paru en 1992, et qui n'a pas connu le succès de son livre phare, Le Prix de l'excellence, cet ouvrage s'intitule « Liberation Management », qui a été traduit en français par « L'entreprise libérée », et le livre est paru en 1993. Bon, c'est un ouvrage de 700 pages, qui est qualifié d'idéaliste par les critiques de l'époque. Tom Peters propose déjà la métaphore du dirigeant jardinier qui prend soin de ses salariés comme des plantes. Il va même jusqu'à reprendre la devise de la France dans cet ouvrage, liberté, égalité, fraternité, liberté face à la hiérarchie en laissant faire ceux qui savent faire, égalité d'opportunités pour les salariés, de montrer de quoi ils sont capables, et puis fraternité autour d'un projet commun qui rassemble et qui profite à tous. Depuis cette époque, les ouvrages se succèdent. Holacracy, Entreprise du bonheur, et plus récemment Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Bon, difficile de résumer ici la variété des approches qui se font plus ou moins concurrence entre elles. Alors, certains sociologues des organisations diront volontiers qu'il s'agit là d'une prolongation naturelle du mouvement des ressources humaines initié dans les années 30 par Étienne Maillot, en opposition aux dérives de l'organisation scientifique du travail, chère à Taylor. Mais l'impossibilité de résumer n'empêche pas de dégager quelques grandes lignes, et notamment une hypothèse récurrente, à savoir un salarié heureux est plus productif, créatif, et sert mieux les clients de l'entreprise ou les usagers de l'administration. En fait, cette idée du salarié heureux n'est pas tout à fait nouvelle non plus. En 1994, un ouvrage qui s'appelle « Content & Co. Still Give Better Milks », sous-entendu « Une vache heureuse donne plus de lait », l'ouvrage faisait déjà l'apologie du salarié heureux, pour des raisons évidentes de production. Plus récemment, Vinit Nayar écrit un ouvrage « Les employés d'abord, les clients ensuite ». Ceux qui sont clients apprécieront. Donc, il y a parmi les auteurs de ces ouvrages une envie aussi récurrente qui est de dresser une liste de ce qui nuit farouchement au bonheur du salarié. La rigidité de la hiérarchie, le cloisonnement des fonctions, la bureaucratie et ses processus de décision arbitraire, les petits chefs et leur micromanagement, les attitudes serviles générées par certains systèmes de rémunération variable, sans oublier la tyrannie des indicateurs de performance. En ce qui concerne les remèdes proposés, voici en substance celui de Tony Hsieh, le patron emblématique de Zappos. Zappos, c'est une entreprise américaine de vente de chaussures par correspondance qui a été vendue 1,2 milliard de dollars en 2009 à Amazon. Voilà ce que dit Tony Hsieh. Délivrer du bonheur au quotidien exige d'agir avec intégrité dans ses relations et d'instiller un esprit de famille dans l'entreprise où chacun se sent respecté, protégé et libre de contribuer à sa façon pour rendre nos clients aussi heureux que nous. Sous un autre angle, voici les conseils rédigés par Isaac Getz, professeur à l'ESCP Europe, et co-auteur avec un journaliste d'un ouvrage en vogue qui s'appelle « Liberté et compagnie, quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises ». Ces conseils sont présentés dans une petite vidéo virale qui dit à peu près cela.
Les salariés doivent être libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise, car, après tout, qui mieux que le salarié sait comment s'y prendre pour faire le travail du salarié. Dès lors, exit les procédures et les contrôles, la surveillance et la hiérarchie qui les entretient. Les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire qu'à se mettre au service des salariés. Et puis il ajoute que pour éviter l'anarchie, il faut 3 choses, une vision exaltante, quelques règles de savoir-vivre et que le dirigeant travaille un peu sur son ego. Alors si une entreprise applique scrupuleusement ces principes, la promesse qui est faite par cet adepte de la liberté heureuse au travail est sans ambiguïté, l'entreprise surperformera et dans n'importe quel endroit du globe. Alors forcément, une telle promesse laisse peu de gens indifférents, surtout à une époque où on n'a jamais autant parlé de burn-out, risques psychosociaux, mal-être au travail, y compris chez les cadres. Et tout ça dans une société française qui entretient une relation ambiguë avec le monde du travail. Par exemple, les Français seraient peu engagés dans leur emploi. Compte faire la fameuse étude de Gallup-IFOP qui prétend que la part de salariés français réellement engagés dans leur entreprise est de seulement 9% en France, contre 15% en Allemagne et 30% aux États-Unis. Je note au passage que dans un numéro récent des Échos, on apprend que 52,2% des Français sont heureux au travail, contre 45,4% en 2015. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Malgré tout, il semble que les Français manifestent aussi un fort sentiment de défiance envers leurs élites, leurs institutions et toute forme de pouvoir en général. Notre collègue Yann Algan a d'ailleurs écrit un ouvrage sur ce sujet dont vous voyez la couverture à l'écran. De même, les Français feraient montre d'un pessimisme parmi les plus élevés au monde, notamment lorsqu'on leur pose la question suivante. Selon vous, est-ce que la génération des enfants de votre pays vivra mieux que celle de leurs parents ? Eh bien, en France, seulement 14% des interrogés répondent positivement à cette question, contre 25% au Royaume-Uni et 31% en Espagne, et 34% en Allemagne. Bon, dans ce contexte, on comprend peut-être un peu mieux l'engouement suscité par les concepts de liberté, d'égalité et de bonheur au travail. Mais les ardents promoteurs peuvent-ils réellement tenir les promesses qu'ils avancent ? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'instar du patron de Zappos aux États-Unis, il y a en France plusieurs dirigeants profondément convaincus, prosélytes de la chose organisée, libérée. Par exemple, Chronoflex, qui dépanne des flexibles hydrauliques, le groupe Pou, qui fabrique des biscuits, Favi, qui est une fonderie sous pression, Lippi, qui fait des clôtures métalliques. On notera au passage que ce sont un peu toujours les mêmes entreprises qui sont citées. Quoi qu'il en soit, pour les patrons de ces entreprises, il n'y a pas photo. Liberté, égalité et surtout bonheur sont les nouvelles clés du succès organisationnel. Mais on a assez peu d'informations sur la façon dont les choses se passent vraiment. Les quelques témoignages individuels que j'ai personnellement recueillis à l'occasion de rencontres, à l'issue de séminaires sur le leadership à Sciences Po, me laissent penser que le bonheur des uns ne fait pas toujours le bonheur des autres. À cet égard, aux États-Unis, l'entreprise de production de tomates Morningstar est souvent citée pour avoir été pionnière dans la libération de ses salariés. Mais j'ai récemment appris que près de la moitié des salariés quittent cette entreprise au bout de 2 ans en raison d'un manque de visibilité sur leurs possibilités d'évolution professionnelle et d'un mode de fonctionnement un peu anxiogène où tout le monde contrôle un peu tout le monde. Voilà qui explique sans doute pourquoi, depuis quelques années, des voix s'élèvent pour dénoncer un discours un peu trop racoleur, simpliste, souvent autiste de la complexité des organisations et des phénomènes de pouvoir qui les traversent. Car au fond, une organisation n'est jamais totalement libérée des jeux de pouvoir. En l'absence de hiérarchie, ces jeux de pouvoir et surtout les asymétries de pouvoir ne sont plus correctement régulés. De plus, si le pouvoir n'est plus hiérarchiquement formalisé, il n'a pas disparu pour autant. Il peut notamment réapparaître sous forme de pression collective ou d'influences charismatiques, lesquelles peuvent être à l'origine de nouvelles formes de souffrance au travail. Et puis certains n'hésitent pas à citer la Boétie pour souligner une nouvelle forme de servitude volontaire où chacun fait ce qu'il veut à condition de ne pas déplaire au groupe. Enfin, les aspects positifs de l'encadrement, comme la protection, le soutien et l'effet Pygmalion, ne sont pas facilement remplacés dans une organisation libérée de la hiérarchie. On peut donc légitimement s'interroger, qu'est-ce que le bonheur pour un salarié ? Tous les managers sont-ils nécessairement tyranniques ? Le bonheur des salariés n'est-il possible qu'à l'intérieur d'une entreprise dite libérée ? Peut-on faire le bonheur des salariés malgré eux ?
L'égalité de traitement parfaite entre les salariés existe-t-elle vraiment? Quels intérêts sont réellement servis en priorité dans ces modèles libérés? Ceux des salariés, ceux des clients, des actionnaires ou du dirigeant? Assistons-nous à la naissance d'une industrie, l'industrie du bonheur, comme une alternative au produit national brut et à la maximisation du profit, comme le prétend l'auteur de cet ouvrage? Ou bien existe-t-il des possibilités de développer des modèles d'organisation intermédiaires, hybrides, innovants, moins formels, qui facilitent l'épanouissement individuel, la coopération et la performance? Faut-il être modéré dans l'approche, ou bien faut-il une bonne dose d'utopie pour transformer le monde organisationnel? Car après tout, comme le disait si bien le dessinateur humoristique GB, l'utopie, il en faut beaucoup au départ, car ça réduit énormément la cuisson. En tout cas, une question reste posée. Si cette idée d'entreprise égalitaire et libérée qui fait le bonheur de ses salariés n'est pas vraiment nouvelle ni totalement révolutionnaire, pourquoi s'y intéresse-t-on autant aujourd'hui? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos 3 invités. Merci de votre attention. Alors, est-ce que ces concepts d'entreprise libérée ont un sens concret dans l'entreprise ou est-ce une mode, une vogue, une rhétorique selon vous? Dans une entreprise de taille, cette fois-ci beaucoup plus humaine, si vous me le permettez, une entreprise de 50 personnes, la société Agesis, Christophe Tullier, pour vous, cette question de liberté, de bonheur, comment vous la traitez? Donc, juste pour resituer quelques éléments de contexte, hein, puisque effectivement, pour comprendre ce que l'on fait chez AG6, donc on est effectivement une petite structure, on est 50 personnes, on fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est basé en province, à Noyon, et donc on fait du service informatique. Donc liberté, égalité, bonheur, c'est vrai que pour nous ça nous parle beaucoup, puisque effectivement il y a 4 ans de cela, on a décidé de mettre le bonheur comme valeur fondatrice de l'entreprise. Donc pour deux raisons principales, puisque effectivement c'est tout le temps il y a tout le temps un sens à la base pour pouvoir mettre effectivement le bonheur comme valeur fondatrice de l'entreprise. Donc on a été motivé par 2 choses. La première chose qui est l'épanouissement du collaborateur, puisque effectivement à partir du moment où on travaille sur le bonheur, eh bien en fin de compte on a de fortes chances de rendre le collaborateur épanoui, et ça fait partie des responsabilités du chef d'entreprise. Et pour une deuxième raison, qui est effectivement, à partir du moment où un collaborateur est épanoui, il est plus performant. D'accord, on connaît tous, à partir du moment où on a dirigé une équipe, au moment où on a fait de l'encadrement, faire la différence entre un collaborateur qui fait, entre guillemets, juste son travail et un collaborateur impliqué. Donc si on reprend l'exemple de l'étude du Gallup, tout à l'heure, on était à 12% de personnes impliquées dans l'entreprise. Si effectivement, en travaillant sur le bonheur, on réussit à en avoir 40, 45, 50, on imagine effectivement très bien le raccourci qu'il peut y avoir entre la performance du collaborateur, entre l'épanouissement du collaborateur et la performance de l'entreprise. La question que l'on se pose après, c'est effectivement, c'est bien joli, effectivement dans les médias, et Éric Jean l'a bien rappelé tout à l'heure, ça paraît un petit peu utopiste. Et donc nous, on s'est posé la question de dire, dans la pratique, comment on fait pour travailler sur le bonheur au quotidien? Donc on s'est beaucoup documenté sur le sujet, on a rencontré beaucoup de personnes, on a assisté à beaucoup de conférences également, et on est parti, il n'y a pas de formule magique du bonheur, hein, ça serait, mais on est parti en fin de compte du constat qu'a fait Daniel H. Pink dans son bouquin La vérité sur ce qui nous motive, donc, que vous connaissez peut-être, et qui parle en fin de compte des nouvelles formes de motivation et des formes de motivation qui puissent sortir des modèles traditionnels de la carotte et du bâton. Et il fait le constat dans son bouquin, en fin de compte, qu'il y a 3 axes essentiels sur lesquels on doit travailler. Et donc moi j'étais assez d'accord avec ça. Le premier axe, donc, c'est de rassembler les gens autour d'un projet commun. Donc on sait tous, à titre personnel, qu'effectivement, quand on croit à quelque chose, quand on le partage avec une communauté, ça déclenche une énergie extraordinaire et un épanouissement certain. On prend l'exemple de la politique et de la religion, on comprend tout de suite effectivement qu'à partir du moment où on croit vraiment en quelque chose, c'est générateur de bien-être. Le deuxième point qu'il détaille, c'est la maîtrise. Donc à partir du moment où on sait faire son travail, à partir du moment où on a un savoir-faire, et là on a tous en tête l'artisan luthier qui a plaisir à faire son travail, à partir du moment où on a la maîtrise, on a la compétence pour faire quelque chose,
on a effectivement toutes les raisons de croire qu'effectivement on puisse s'épanouir dans ce que l'on fait. Et le troisième élément sur lequel s'appuie Daniel H. Pink, c'est l'autonomie, parce que par nature, les gens ont horreur d'être contrôlés. Donc effectivement, quand on ne peut avoir, et donc là je reboucle avec la notion de liberté, hein, puisque effectivement l'autonomie, qu'est-ce que c'est si ce n'est que d'être libre de choisir comment on travaille, à partir de où on travaille, les horaires, quand on peut travailler, enfin quand on peut choisir. Et donc voilà, donc ces notions de bonheur, donc c'était vraiment un élément déclencheur pour nous. Donc on a décomposé notre projet autour de 3 axes qui sont un projet commun, donc une maîtrise, de la maîtrise et de l'autonomie qui rejoint la liberté dont on parlait tout à l'heure. Je mettrai juste un petit bémol sur le titre, et je l'avais dit à Jean-Éric quand on en avait parlé. C'est effectivement liberté, égalité, bonheur. Pour nous, dans notre projet d'entreprise, on aurait plutôt dit liberté, équité, bonheur, puisqu'en fin de compte, on fait une différence fondamentale entre l'égalité et l'équité, et on préfère l'équité à la liberté. Et donc, on a des projets là-dessus. Donc, je voudrais rebondir sur les 2 notions essentielles qui ont été abordées, donc qui sont le pouvoir et l'autonomie. Donc l'entreprise libérée, en tout cas pour moi, c'est pas un abandon du pouvoir. Au contraire, on réorganise le pouvoir différemment. C'est-à-dire que si on donne l'exemple de ce que nous on fait chez nous, on est organisé en systémique. C'est-à-dire que tout est organisé en cellules. Donc l'entreprise est organisée en cellules. Quand on a un projet d'entreprise, on crée une cellule. Quand on a une problématique à traiter, on crée une cellule. Donc tout est géré en cellules. Donc les cellules, comment elles sont constituées? Donc sur base du volontariat. Donc on fait un appel aux volontaires et n'importe qui souhaite travailler sur les projets ou sur les sujets font partie de la cellule. Une fois que la cellule est formée, donc ils cooptent entre eux un capitaine qui, on va dire, qui est le leader, le team leader de l'équipe. Le capitaine, si c'est son premier capitanat, on l'accompagne, puisque effectivement on a des secrétaires, on a des techniciens qui deviennent capitaines, et il est très important pour nous de ne pas les laisser à l'abandon et de les accompagner sur un certain nombre de compétences qui est nécessaire à un capitaine, qui est d'animer une réunion, de co-construire avec les collaborateurs, de capitaliser les informations, d'aller chercher l'information là où elle est nécessaire. Donc voilà, ils ont un certain nombre de jours d'accompagnement pour leur donner les compétences de capitanat. Et en fin de compte, une fois que le capitaine est formé, donc la cellule est complètement autonome et interdépendante des autres cellules. Comme dans toute organisation, dans tout système, on a une cellule de régulation qu'on appelle le comité de direction. Donc on a maintenu un comité de direction. Le comité de direction a un regard sur l'ensemble de ce qui se passe sur l'entreprise et la cellule de régulation du système, puisque effectivement, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des capitaines qui font des écarts, et il est très important d'avoir un regard global, et c'est une responsabilité du chef d'entreprise par rapport à ça. Donc je dirais plutôt, effectivement, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est plus une réorganisation du pouvoir qu'un abandon du pouvoir à la liberté de chacun. La deuxième notion qui a été abordée, qui est la notion d'autonomie, donc qui est très importante. On a énormément travaillé sur l'autonomie, on est toujours en train de travailler, puisque c'est un sujet qui est complexe. C'est pas parce qu'on veut que les gens soient autonomes qu'ils le deviennent. Et en fin de compte, la première chose sur laquelle on a travaillé, donc on a constitué une cellule pour ça, donc c'est la cellule qui a travaillé sur la partie autonomie. La première chose qu'ils ont déterminée, c'était de dire que l'autonomie, au même titre que la liberté, n'est pas infinie. C'est-à-dire qu'on est toujours autonome comme libre dans un contexte particulier. Donc il faut être capable de pouvoir déterminer le cercle de l'autonomie. La deuxième chose qui a été définie, c'est de dire que l'autonomie peut faire peur. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas du tout l'habitude d'être autonome, on lui demande d'être autonome du jour au lendemain, ça peut être très frustrant et générateur de souffrance. Donc il y a une progression dans l'autonomie qui doit tenir compte de la maturité des collaborateurs. Et donc là, il y a un accompagnement de ce que nous, on appelle le coordinateur relationnel, donc qui est, on va dire, je donnerai peut-être des détails tout à l'heure, mais c'est un peu un RH personnalisé, qui va en fin de compte accompagner la personne vers plus d'autonomie, sachant qu'il n'y a pas d'obligation, donc tout le monde a sa place. Donc nous, notre objectif, c'est de fixer un contexte favorable à l'émergence de l'autonomisation des collaborateurs, d'être un petit peu incitatif, mais chacun y va à son rythme et selon ses préférences.
La dernière chose sur l'autonomie, donc qui a été définie, c'est effectivement le rôle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'autonomie, c'est par rapport à un rôle dans l'entreprise. Donc les collaborateurs ont plusieurs rôles. Dans une expertise métier, généralement, les gens ont toute leur autonomie, enfin ont toute autonomie. Par contre, sur des rôles annexes, par exemple, si les collaborateurs font partie du groupe sécurité, santé, environnement, eh bien, dans ce rôle SSE, ils ne sont pas pleinement autonomes. Ils seront à un niveau d'autonomie un peu inférieur. Puisque, effectivement, en fonction de ce que l'on va faire, le niveau d'autonomie va être différent. Donc tout ça, ça s'accompagne, ça prend beaucoup de temps. Et c'est surtout, encore une fois, le contexte donc, que l'on va mettre qui va permettre de faciliter donc, l'autonomisation des collaborateurs et à leur rythme. Et la dernière chose sur l'autonomie, un point qui est fondamental pour nous, c'est qu'en fin de compte, l'autonomie est très associée à la compétence et à la maîtrise. On dépense 7% de la masse salariale en formation chaque année, puisque effectivement, on ne peut pas demander aux gens d'être autonomes s'ils n'ont pas l'expertise. L'expertise métier, bien entendu, mais quand on forme effectivement la plupart des capitaines sur les fondamentaux du management, sur les fondamentaux du coaching, eh bien, on leur donne une ouverture d'esprit, une capacité à devenir plus autonome. Voilà, donc c'était les deux points que je voulais évoquer, donc pouvoir et autonomie. Ça touche beaucoup plus l'encadrement que ça ne touche les collaborateurs de terrain. Mais par contre, justement, en fin de compte, si on réorganise la hiérarchie différemment, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les organisations, tout repose sur les mêmes têtes. Vous l'avez dit tout à l'heure par rapport aux compétences, vous le redites là par rapport à la hiérarchie. Si effectivement on répartit le pouvoir, c'est-à-dire que quand on est organisé en cellules, on n'a pas tout sur une seule tête. C'est-à-dire qu'effectivement, une cellule va être autonome et indépendante dans son périmètre, mais de ce fait, on a multiplié les responsabilités de chaque acteur. C'est-à-dire que là où avant on avait une pyramide avec un directeur technique et 9 managers, aujourd'hui, donc on avait 10 personnes dans l'encadrement, on va dire. Aujourd'hui, avec la réorganisation, on a 25 personnes qui ont une responsabilité. Donc forcément, tout ce qui était reposé sur quelques têtes auparavant est dispersé sur un nombre de têtes supplémentaires. Ce qui fait qu'effectivement, c'est beaucoup plus supportable au final, c'est beaucoup plus adaptable. Et c'est beaucoup plus solide aussi, puisque effectivement, si on a quelqu'un qui s'en va, eh bien, on a encore 24 têtes qui sont là pour effectivement porter la structure. Donc, en termes de performance, c'est beaucoup plus efficace. Sur la transparence des informations, et forcément, c'est capital, effectivement, dans un programme d'autonomie. On ne peut pas demander aux gens d'être autonomes et de prendre des décisions s'ils n'ont pas un minimum d'informations. Donc l'exemple chez nous, par exemple, on fait donc le comité de direction donc de manière hebdomadaire, donc chaque lundi 8h30 de 10h30. Donc le premier acte fort que l'on avait fait déjà depuis 2 ans, donc on a ouvert un poste aux collaborateurs, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui peuvent venir au comité de direction et participer pendant une période d'1 mois, donc 4 comités de direction. Donc quand le collaborateur intègre le comité de direction, il a visibilité sur l'ensemble de tout ce qui se dit. Il a le même pouvoir de vote que nous, puisque si on a des décisions à prendre, on va essayer de les prendre de manière consensuelle, bien entendu. Mais si on n'y arrive pas, on vote. Et donc le collaborateur qui est présent au comité de direction a le même pouvoir de vote que moi ou que n'importe quel autre membre du comité de direction. À la fin du comité de direction, on fait ce qu'on appelle un Codir Express. Donc on fait une vidéo de 3 à 5 minutes que l'on publie sur notre Web TV pour informer donc l'ensemble des collaborateurs de tout ce qui s'est dit au comité de direction sans éluder aucun sujet. Il y a juste effectivement, si on parle de manière nominative de certaines personnes, on généralise pour effectivement pas mettre les gens mal à l'aise. Donc la transparence des informations, c'est vraiment quelque chose de capital pour nous. Et voilà, encore une fois, si on demande aux gens de co-construire avec nous, on ne peut pas envisager de faire autrement. Le point, je dirais, le point d'interrogation, ça reste le degré de maturité des personnes. On parlait des salaires tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, c'est pas un sujet qu'on a évoqué pour l'instant, puisque les gens, il faut quand même un sacré degré de maturité pour être capable de pouvoir parler de son salaire et de pouvoir définir les salaires ensemble. Moi, sur le principe, j'y vois pas d'inconvénient, et on y arrivera peut-être. Mais si les gens n'ont pas la maturité pour le faire, donc on revient à ce que disait tout à l'heure ma collègue Sylvie, pardon. C'est effectivement si les gens n'ont pas la capacité à comprendre le contexte dans lequel
et donner l'information, ça peut avoir des effets dévastateurs. Donc, transparence des informations totale, oui, quand les gens auront effectivement un degré de maturité suffisant, mais effectivement, il faut le faire au fur et à mesure. Donc là, depuis 2 ans maintenant, donc nous, on publie les bilans en interne, donc des bilans simplifiés et expliqués, donc pour que les gens comprennent bien ce que c'est effectivement un compte de résultat, un résultat d'exploitation. Et donc là, on est en train de regarder pour éventuellement faire une petite formation d'une demi-journée ou d'une journée pour leur expliquer de manière un peu plus détaillée pour qu'ils puissent comprendre un peu mieux. Pardon. Pour Monsieur Thuillier, tout à l'heure, vous avez parlé de coordinateur relationnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Notamment, est-ce que c'est une fonction qui est, je dirais, hébergée par une seule personne qui ne fait que ça ? Ou est-ce que c'est quelque chose de distribué ? Et puis, quel est le rôle dans l'organisation de ce coordinateur relationnel ? Donc en fin de compte c'est l'organisation de notre management. Donc on a décidé donc il y a à peu près 4 ans de séparer les rôles de management. C'est-à-dire qu'en fin de compte on a mis en place donc le management opérationnel et donc le management relationnel. Donc le management opérationnel, il a pour objectif de s'occuper du quotidien des personnes, du quotidien, du travail, des missions, des projets, donc vraiment la partie opérationnelle. Le manager opérationnel, en fin de compte, ça va se décliner soit en projet, ça va être soit en cellule. Tout à l'heure, on parlait de cellules. On dit qu'une cellule définissait son capitaine, donc le capitaine devient le manager opérationnel de la cellule. D'accord ? Donc effectivement, il va la piloter, mais d'un point de vue purement opérationnel. D'autre part, donc on a effectivement le management relationnel, qui est en fin de compte plus lié au management hiérarchique. Le management relationnel donc, va s'occuper de l'individu, va s'occuper de la personne. Est-ce que tu es bien ? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour travailler ? Donc ils font des entretiens réguliers. Ils ne s'occupent pas de ce qu'il fait au quotidien. En fait. Ils s'occupent vraiment de la personne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure un peu le RH personnalisé. Dans ces conditions, les relations entre le collaborateur et le coordinateur relationnel sont vraiment très importantes. Et donc on a décidé, donc après consultation des managers, que le coordinateur relationnel serait choisi par le collaborateur. Donc chaque année, le collaborateur choisit son coordinateur relationnel et il peut le conserver ou il peut en changer s'il souhaite l'année suivante. Tous nos rôles, ce sont des rôles qui ne sont pas des rôles à temps complet. C'est-à-dire qu'on n'a personne qui est coordinateur relationnel à temps complet. Donc ils ont effectivement une fonction métier et ils passent un tiers ou la moitié de leur temps en fonction du nombre de personnes qu'ils ont à coacher, hein, on va dire. Voilà. Donc, mais c'est jamais un rôle à temps complet. Donc, management opérationnel, on s'occupe du travail. Donc, ce sont des gens qui sont cooptés par les équipes. Coordinateur relationnel, on s'occupe de l'humain et ils sont choisis par les collaborateurs. Sur la participation, effectivement, je pense que l'implication, donc on est tous d'accord pour le fait d'impliquer les gens, et c'est la meilleure adhésion possible, si ce n'est que, encore une fois, dans la pratique, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, quand on a commencé le projet, c'est pas parce qu'on demande l'avis aux gens que spontanément ils vont s'inscrire et ils vont être moteurs là-dessus. Il nous a fallu à peu près 1 an et demi avant que, entre le moment où on a commencé à intégrer les gens au process de décision et au projet d'entreprise, 1 an et demi entre le moment où on en a commencé à en parler et le moment où on a vu effectivement des choses qui ont bougé. Donc on appelle ça en fin de compte remplir le seau de la crédibilité, parce que c'est pas effectivement parce qu'on va donner la parole aux gens que spontanément ils vont la prendre. Ils ont besoin effectivement de voir que derrière il y a vraiment des choses qui se passent. Et on a dû prendre des décisions visibles pour montrer qu'effectivement on était vraiment dans cette démarche. Donc effectivement intégrer les gens, mais surtout être patient avec eux et leur montrer que c'est une réalité. Pendant 1 an et demi, c'est très frustrant, hein, parce qu'effectivement on fait beaucoup d'efforts, on est à l'écoute des personnes. Donc avant, grosso modo, on n'avait pas connaissance des problèmes, surtout en tant que dirigeant, ou très peu. Et à partir du moment où on commence à écouter les gens et qu'ils commencent à parler vraiment, eh bien on a effectivement plein de petites choses à régler, des petits détails, des petites choses qui les gênent au quotidien. Et c'est doublement frustrant pendant cette période parce qu'on fait beaucoup d'efforts et on a l'impression que rien ne bouge. Et jusqu'au moment donné, effectivement, où les collaborateurs prennent le pouvoir, et là c'est un vrai plaisir parce qu'on a la satisfaction d'avoir réussi. Très bien, merci Christophe. Si je considère ce contexte-là, comment vous considérez-vous, et est-ce que finalement le fait de mettre en place les cellules n'est pas pour vous le fait de réserver uniquement un espace de confort qui vous est propre ? Je
très à l'aise sur les mots et sur l'organisation, puisqu'en fin de compte, je suis ni un expert ni un scientifique, donc on est des praticiens. Hein. Donc on constate un certain nombre de problèmes, et par rapport aux problèmes qu'on rencontre, on essaie de mettre en place des solutions. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Celles qui ne marchent pas, on les arrête. Celles qui marchent, on les continue. Donc quand on s'est posé la question de rendre les gens responsables, de diminuer le pouvoir centralisé, c'est sympa, mais en tant que praticien, on s'est dit, ok, mais comment on fait ? Comment on fait pour que ce ne soit pas l'anarchie ? Parce qu'on ne veut pas que ce soit l'anarchie. Donc le chef d'entreprise, il veut quand même qu'il y ait une certaine cohérence dans son entreprise. Et puis donc petit à petit, on s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on divise l'organisation en projets, en cellules. Et en fin de compte, voilà, on a avancé petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on a pensé nous là-haut et qu'on a redescendu, ou un modèle qu'on défend. C'est un constat qu'on a fait. On est parti sur ce postulat et on continue d'avancer. Quand on a mis en place les cellules, on s'est aperçu qu'effectivement les capitaines qui étaient cooptés n'avaient pas forcément les compétences. Donc il y avait un peu de dérive, où il y avait beaucoup de consultations. Donc on s'est dit, ça serait bien d'inscrire la formation des capitaines à la G6 Academy, donc ce que l'on a fait. Donc on a identifié avec un certain nombre d'acteurs les compétences nécessaires aux capitaines. Une fois qu'effectivement on avait formé les capitaines, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des dérives qui étaient faites. Donc on s'est dit, tiens, ça serait quand même bien de pouvoir conserver une cellule de régulation qui permet de pouvoir vérifier la cohérence des systèmes. Et voilà, donc on avance petit à petit, on n'a pas d'autre prétention que celle-là. Non, c'est les cellules. Enfin, moi, je suis parti du comité de direction. Je fais partie de une ou deux cellules parce que les sujets m'intéressent. Mais les cellules sont complètement autonomes et indépendantes. Donc, il n'y a pas, sauf s'il y a un arbitrage à faire. Enfin, si effectivement il y a une dérive qui est constatée, et à ce moment-là, c'est repris par le comité de direction. Voilà, on ne peut pas laisser non plus faire n'importe quoi. Mais c'est extrêmement, le cas est extrêmement rare. Donc moi j'ai pas d'interaction, j'ai pas d'interaction directe sur les cellules. Au niveau du confort, moi j'ai repris mon entreprise il y a 7 ans, en 2009. Donc on était 20 à l'époque, et donc le comité de direction, c'est moi qui l'ai monté. Donc je prends souvent cet exemple-là parce que le comité de direction, c'est la première cellule que j'ai commencé à libérer. Puisque moi, quand je suis arrivé donc en 2009, j'étais au centre de l'entreprise. Je prenais toutes les décisions. Donc sur l'ego, on parlait tout à l'heure d'ego et de lâcher prise. Sur le plan de l'ego, c'était très, très intéressant, puisqu'en fin de compte, rien ne se passait sans moi. J'arrivais dans l'entreprise, on me demandait ce qu'il fallait faire. Je disais oui, je disais non. Et effectivement, c'était sur le plan de l'ego très satisfaisant. Donc ceci dit, je faisais 70 heures par semaine. Donc au fur et à mesure, j'ai monté mon comité de direction. Et le comité de direction, j'ai eu 2 frustrations. La première, c'est effectivement, c'est lié à la délégation. Hein, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une compétence et on laisse faire quelqu'un d'autre. Donc sur la compétence que l'on a, et c'est très frustrant parce que la personne fait moins bien que nous, en tout cas on le pense, et donc il faut serrer les dents et laisser faire la personne. Et on a une deuxième frustration, c'est que assez rapidement on s'aperçoit que les personnes font mieux que nous, on aurait fait, et donc voilà, et de ce fait on sort par ce mécanisme-là de la zone de confort. Et maintenant, combien d'heures de travail par semaine, Christophe ? Aujourd'hui, en production dans l'entreprise, je suis à peu près à 2 jours et demi par semaine. Et voilà, je disais tout à l'heure, effectivement, on a mis aussi pas mal de... On va pas parler de burn-out aussi, mais on a beaucoup travaillé sur le burn-out et les risques psychosociaux. Une des mesures qu'on a prises aussi, c'est de rester off pendant les vacances. Donc à tous les niveaux de l'entreprise, donc principalement les managers, parce que les collaborateurs le font plus naturellement, mais les managers ont pour consigne d'éteindre leur portable et de ne pas consulter leurs messages pendant les vacances. Le soir, le week-end, ils font ce qu'ils veulent, et pendant les vacances, ils le consultent pas. Donc moi, je suis en vacances à la fin du mois pendant 1 mois, et je sais que ce sera des vraies vacances où je pourrai vraiment profiter de ma famille. Les salariés sont à temps plein, eux ? Oui, à part quelques collaborateurs qui ont souhaité avoir effectivement un 80% ou un 50%, mais sinon oui. Donc c'est le privilège du patron ?
de ne travailler qu'à mi-temps. Un mois de vacances, c'est tout le monde. Hein. Non, mais de travailler à mi-temps. 2 jours et demi par semaine, oui. Oui, alors c'est 2 jours et demi par semaine sur la partie production. Donc qu'est-ce que je fais le reste de mon temps, parce que je travaille quand même pas mal ailleurs. Donc je passe beaucoup de temps à l'extérieur, donc sur un plan politique d'entreprise. Donc je prends beaucoup de temps pour répondre à des sollicitations comme ici. J'essaye aussi de véhiculer ce que l'on fait sans prétention, mais sur les réseaux sociaux. Donc je passe pas mal de temps à essayer de rédiger un certain nombre de choses que l'on fait de manière pratique. Hein, c'est pas du théorie, c'est pas de la théorie, c'est vraiment en pratique pour donner donc des informations aux gens et puis de se nourrir aussi de ce qui est fait à l'extérieur, puisque l'ouverture c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous et on le cultive aussi à tous les niveaux de chaque collaborateur. C'est effectivement, on veut pas être un ovni ou être considéré comme une secte. On veut vraiment confronter notre modèle, regarder comment il est perçu et se nourrir des échanges qu'on peut avoir à l'extérieur, comme celui qu'on a eu ce matin avant de venir, qui était très intéressant. Henri ? Oui, moi j'ai juste une question. Vous avez beaucoup travaillé sur le burn-out. Enfin, cette organisation, elle générait du burn-out ? Non, au contraire, c'est-à-dire que c'est souvent, en fin de compte, les choses qu'on peut lire dans les médias sociaux, que ce type d'organisation génère effectivement du burn-out, et en fin de compte, pas du tout. Alors on s'est intéressé au burn-out parce qu'effectivement, on voulait comprendre les mécanismes qui amenaient au burn-out. Et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est pas le travail en lui-même qui génère en fin de compte un épuisement professionnel, c'est plutôt le contexte dans lequel il est fait. Et donc on a récupéré donc un document qui a été fait par l'ARACT, donc l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, par l'INRS et la direction du travail, où ils mettent en évidence 6 points clés, enfin 6 facteurs aggravants concernant le burn-out. Donc il y a 2 facteurs, les 2 premiers facteurs ou les 3 premiers facteurs sont des choses qui sont imposées, c'est-à-dire qu'en fin de compte ce sont des facteurs qui sont imposés. On impose une manière de faire, on impose des qualités relationnelles, comme celle que le monsieur a expliqué tout à l'heure quand on a affaire au public. Effectivement, il y a intérêt de bien le gérer en amont pour que ce ne soit pas frustrant et fatigant pour la personne. Et il y a effectivement une imposition d'un manque de qualité. Quelqu'un qui a par exemple envie de faire un travail de manière très professionnelle et qu'on lui impose de le faire vite fait parce que pour des raisons économiques, eh bien ce sont des choses qu'on impose aux collaborateurs et qui sont des facteurs aggravants de stress. Les autres éléments sont effectivement des éléments de manque de moyens et d'autonomie. Vous l'avez cité également. C'est très stressant en fin de compte de dire on impose aux personnes de faire de la manière dont elles doivent le faire, le temps où ils doivent travailler, et en fin de compte avec des moyens qui leur sont imposés. Et le dernier élément qui était révélé dans cette étude, c'était effectivement le contexte. Le contexte qui est le contexte professionnel, donc avec la direction bien sûr, mais avec l'encadrement et avec les collègues. Et en fin de compte, quand on regarde tous ces contextes, eh bien nous, tous les sujets sur lesquels on a travaillé réduisent à chaque fois l'ensemble de ces contextes, puisque maintenant on n'impose pas aux gens. Alors on impose des objectifs, attention, hein, donc effectivement il y a une ligne directrice et il y a des objectifs à atteindre. Par contre on laisse libre aux gens de le faire comme ils le souhaitent, de où ils le souhaitent, puisque effectivement on a beaucoup travaillé sur le travail à distance. Donc les gens peuvent travailler. On a un collaborateur qui est d'origine portugaise qui part une semaine en mois de novembre pour travailler de là-bas. Donc voilà, il travaille d'où il veut. À partir du moment où il est capable de garantir qu'il fera son travail de la même manière que s'il était chez nous. Donc voilà, on a mis un certain nombre de choses en place qui, par nature, réduisent effectivement ces risques psychosociaux. Et le dernier élément, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est par l'organisation, le fait de déléguer par cellule. Eh bien, en fin de compte, on n'a plus toutes les responsabilités qui sont affectées aux mêmes têtes. C'est-à-dire qu'on a des responsabilités qui sont en fin de compte délayées, dispersées par un plus grand nombre et donc de ce fait-là beaucoup plus supportable. Donc effectivement, je pense que le burn-out, c'est un point sur lequel on a travaillé. On a beaucoup travaillé sur le bonheur, on parlait de bonheur tout à l'heure. Pour être transparent avec vous,
on ne s'est jamais autant rendu compte du malheur de nos collaborateurs que depuis qu'on s'est intéressé à leur bonheur. C'est une réalité, parce qu'effectivement, les gens prennent beaucoup sur eux. Il y a beaucoup de souffrance et on ne s'en rend pas toujours compte. Et le fait de travailler sur ça, même si effectivement ça peut paraître prétentieux ou pompeux, ça a au moins l'avantage de pouvoir évacuer un certain nombre de sujets, de renouer un dialogue sain et serein avec les collaborateurs. Et on a mis 1 an et demi, 2 ans, ce qu'on appelle un baromètre du bonheur en place, où en fin de compte, on pose 6 questions chaque mois à nos collaborateurs sur différentes thématiques pour savoir comment ils se sentent, pour justement être alertés avant qu'on arrive dans une condition comme le burn-out, puisque effectivement les gens ont beaucoup de résistance et les plus engagés encore plus, donc c'est à nous de prendre soin d'eux, et il faut multiplier les moyens pour qu'ils puissent effectivement s'exprimer, tirer la sonnette d'alarme avant qu'il soit trop tard. Pragmatique et très courte. Christophe Tullier ont partiellement répondu. Temps de transition, c'est important. Temps de transition dans l'entreprise, est-ce qu'il correspond au temps de transition nécessaire dans la société? Vous avez parlé de votre frustration de dirigeant. Quelle est la frustration aussi des employés pendant ce temps de transition? Et la même question pour la Poste, puisque l'entreprise est bien différente. Oui, le temps de transition, effectivement, chez nous, effectivement, ça a pris 1 an et demi, 2 ans. La frustration des collaborateurs, non pas vraiment, parce que pour eux, c'est que du plus. La frustration, ça a été cité juste avant, c'est au niveau des managers. Puisqu'en fin de compte, c'est au niveau du management que ça change, principalement. Pour les collaborateurs, ils vont vers quelque chose qui est plus épanouissant pour eux. Donc il n'y a pas de frustration vis-à-vis d'eux. Il y a peut-être une perte de points de repère de temps en temps, mais ça reste assez marginal. La vraie frustration, elle est au niveau du management, parce que dans ce type de modèle, le métier du manager va changer. C'est-à-dire que, grosso modo, quand une entreprise décide d'aller dans ce type de modèle et arrive en finalité, le manager a 4 possibilités. La première possibilité, c'est qu'effectivement, il garde la compétence technique, puisque dans la plupart de nos organisations, les managers sont les gens qui sont le plus compétents dans le domaine. Sauf dans les grosses structures, mais dans les PME, c'est comme ça. Donc soit effectivement il se dit ok, j'abandonne la partie management et je me concentre sur mon expertise métier, qui était ce pourquoi j'étais fait à la base. La deuxième possibilité pour le manager, c'est de changer de type de management, de passer à plus du coaching que du management. Donc c'est-à-dire que là où il faisait du contrôle et de la supervision, il passe à faire grandir le collaborateur. Donc c'est un autre métier. Donc la troisième possibilité, c'est effectivement de changer complètement de métier. Et quand on est dans une démarche structurée comme la nôtre, pour aller vers un modèle d'entreprise responsabilisante, on a beaucoup d'opportunités qui se créent. Et on a eu, chez nous, le cas où les managers... on se dit, bah tiens, effectivement, c'est l'occasion pour moi de faire du commerce, s'ils ont envie de faire du commerce, ou en tout cas de changer de métier. Et la quatrième possibilité, c'est qu'effectivement, ils ne réussissent pas à trouver d'écho dans cette nouvelle organisation, et c'est de partir ailleurs.